Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous en sommes aujourd'hui à mi-chemin du parcours. Je voudrais encore une fois vous remercier toutes et tous de votre présence chaleureuse et fidèle, et aussi de vous remercier des retours que vous m'avez faits, des retours positifs, et aussi plus particulièrement, je voudrais remercier ceux qui m'ont fait part des choses qui les dérangent un petit peu. Comme ça, on pourrait améliorer. Donc, soyez sûrs que s'il y a quelque chose qui vous dérange, que ce soit les caractères qui sont trop petits, qui sont trop gros, etc., vous me le direz. Merci beaucoup. Donc, la dernière fois, nous avons dit que les toutes premières manifestations de la prise de conscience féministe, c'était au tout début du XXe siècle, avec le mouvement du renouveau, Duy Tân en vietnamien. Donc, cette prise de conscience peut être datée dès le début du XXe siècle, et ce qui ne veut pas dire que les femmes étaient inactives. Elles étaient tout simplement, en raison d'une culture confucéenne toujours dominante, elles étaient tout simplement insuffisamment reconnues. Le mouvement des nouveaux lettrés, c'est-à-dire les lettrés qui s'intéressent aux nouveaux livres, Tân Thư en vietnamien, ce mouvement est connu sous l'appellation du renouveau ou du voyage à l'Est, Đông Du. Je vais vous montrer ça, comme ça c'est plus facile. Et donc, si les départs pour le Japon, c'était des départs clandestins et destinés à préparer des dirigeants militaires. Donc, ces départs étaient exclusivement masculins. Par contre, toutes les activités rénovatrices commençaient à être partagées entre les deux sexes. Ce furent les lettrés maintenant, pas seulement les colonialistes, mais les lettrés qui admirent des garçons et des filles sur les bancs de l'école et qui firent appel à des maîtresses d'école qui étaient souvent les épouses ou des filles des dirigeants du mouvement. Ainsi, l'école Dongkin, Dongkin ça veut dire, c'est un ancien nom de Hanoï, tout simplement. Donc, ça s'appelle l'école de la juste cause, Dongkin Nghĩa Thục. J'ai traduit à partir du sens étymologique du mot nghĩa, qui veut dire par devoir, donc pour la juste cause. Le directeur était M. Lương Văn Can, donc, et les maîtres et maîtresses étaient son fils et sa fille. Par contre, on sait le nom du maître, qui est M. Lương Trúc Đàm, mais la maîtresse, on ne sait que par son rang dans la fratrie, Mademoiselle Cinquième. Et il y avait d'autres écoles comme ça dans le Vietnam, surtout en An Nam, dans le centre. Il y avait une quarantaine d'écoles comme ça, mais on ne sait aucun nom d'enseignante. On sait qu'il y avait des filles, qu'il y avait des enseignantes, mais on ne sait pas leur nom. Donc, les femmes étaient aussi présentes dans les conférences pour le public, les conférences ouvertes au public. Et Nguyễn Hinh Lê, qui est un auteur, un chercheur indépendant dans le Sud avant 1975, et il est descendant d'une famille de lettrés qui avait participé à ce mouvement, donc il a écrit un livre là-dessus, et il a noté dès 1956, la première publication de son livre, il a noté que les auditeurs étaient assis d'un côté, les auditrices de l'autre. Et en plus, les élèves étaient derrière les dames, ce qui nous fait comprendre que les dames étaient beaucoup moins nombreuses que les messieurs. Il n'empêche. Nguyễn Hinh Lê a noté aussi que c'était vraiment très novateur, il y a un demi-siècle, qu'il y ait eu comme cela de telles réunions où côtoyaient les hommes et les femmes. Le rôle des femmes était plus évident et essentiel lorsqu'on regarde dans les coulisses de l'histoire, par exemple, quand elles vendaient leurs bijoux et sortaient leurs économies pour financer les activités révolutionnaires de leurs époux. Ce fut une vraie révolution dans la pensée quand c'était les confucéens, enfin les lettrés, qui, y compris les mandarins en fonction, qui n'ont pas hésité à démissionner pour s'engager dans des activités lucratives, pourtant très méprisées par le confucianisme. Les commerçants étaient la dernière catégorie sociale, derrière les artisans, les paysans et évidemment les lettrés qui étaient au premier rang. Parce qu'on pensait que les commerçants, c'était des escrocs qui cherchaient l'intérêt au lieu de suivre les principes de la morale. Le mouvement réformiste et les lettrés patriotes se mirent à concurrencer les Chinois dans le commerce.
Et évidemment, partout, les femmes réussissaient mieux que leurs époux. C'était des épiceries, des boutiques où on vend par exemple de la médecine traditionnelle. Et quand on voit un lettré avec sa tunique, son turban, etc., assis droit derrière le comptoir, ça intimidait beaucoup les clients et les clientes. Donc, c'était les dames qui réussissaient mieux. Et le sens du commerce de certaines femmes, qui étaient des véritables femmes d'affaires, brilla aussi dans la haute couture, la fine cuisine, l'hôtellerie, la restauration. Par exemple, la tante de Nguyễn An Ninh, c'était une excellente hôtelière, et d'autres personnes ont réussi dans d'autres industries. Le professionnalisme et l'ardeur patriotique des femmes assurent un succès économique qui se perpétue dans le contexte suivant. Par exemple, dans le centre, il y avait une société qui s'appelle Công ty Linh Thành. Et cette société, justement, fabriquait du nước mắm et en même temps finançait une école où Nguyễn Tất Thành a été instituteur, par exemple. Et l'école donc n'a pas survécu, mais la fabrique de nước mắm si. Donc c'était avec des femmes, beaucoup de femmes, que ça a été perpétué dans le temps. J'ai le père de mon mari qui était secrétaire de la société Linh Thành, mais c'était sa fille aînée qui a repris la société de nước mắm et qui a continué. Tout cela ne s'est éteint qu'en 1975. Donc, un témoignage a posteriori de Madame Lương Văn Can nous montre, c'est-à-dire l'épouse du directeur. Donc, son témoignage nous montre comment les épouses des lettrés ont su garder en ce début du XXe siècle leur rôle traditionnel de trésorière familiale. Donc, elle a d'abord, les réformistes ont créé une école qu'ils ont appelée donc Đông Kinh Nghĩa Thục à Hanoï. Et les locaux de cette école, c'était justement un magasin de tissus, une boutique de tissus que Madame Lương Văn Can avait tenu auparavant avec ses deux filles au numéro 4. Je vous ai montré ça quelque part, au numéro 4 rue Hàng Đào à Hanoï. Et quelques mois après, parce que l'école allait faire déficit, elle a dû décider, c'est elle-même qui a pris la décision de vendre une autre boutique familiale rue Hàng Ngang, justement pour parer au déficit de l'école. Donc, c'était pas une décision facile. Elle a confié à un parent, je tremblais comme une feuille en signant le contrat de vente. Parce qu'elle était ce qu'on appelle en vietnamien dâu trưởng, c'est-à-dire la bru qui était l'épouse du fils aîné de la famille. Donc c'est à elle de préserver le patrimoine familial en signe de piété filiale et non pas de vendre. Donc elle a tremblé comme une feuille, mais elle a pris la décision parce qu'elle savait que c'était l'objectif de vie de son mari qu'elle partageait aussi. Donc l'école de la juste cause ne survécut pas plus de 9 mois, mais son impact est resté profond et plus durable qu'on ne le pense, notamment grâce à son service d'édition. Parce que ce service s'appelait Ban Tu Thư, service d'édition. C'était des livres, des manuels scolaires que ce service a produit, mais en fait, ces manuels scolaires, même quand l'école est fermée, les manuels continuent à circuler dans la population, dans les masses, justement parce que c'était en partie sous forme de poèmes qui facilitaient la transmission orale. Donc, dans l'édition bilingue franco-vietnamienne prose et poésie du Đông Kinh Nghĩa Thục, c'était le fruit d'une coopération entre les archives nationales vietnamiennes et l'école française d'Extrême-Orient. J'ai trouvé 3 chants inédits intitulés Chant d'appel aux femmes, Conseil d'une mère et Conseil d'une épouse. Les 2 derniers, Conseil d'une mère et Conseil d'une épouse, confirment le poids de l'avis et les paroles de femmes auprès des membres masculins de leur famille. Sous la forme d'une berceuse, des lục bát, des couplets de vers à 6 et 8 pieds qu'on apprend facilement par cœur et qu'on transmet oralement. Donc, sous la forme d'une berceuse, il y a une mère qui encourage son fils à venger la patrie
tout en exprimant de très nouvelles angoisses. Je vous ai mis l'extrait. Vous voyez des termes comme l'ignorance, ambition d'entrer en compétition avec les pays du monde, etc. Et un autre poème intitulé « Conseil à son fils », publié par Nguyễn Hindley en 1956. Dans ce poème, la mère déconseille son fils de courir après le renom et l'intérêt au risque d'oublier ses compatriotes et exprime son amertume si jamais elle devait voir le corps esclave de son fils vêtu d'un costume mandarinal. Donc c'est très nouveau. L'épouse exprime une ambition autrement plus élevée que le succès au concours mandarinaux qui était classique. Par exemple, elle dit « Tâche d'être utile à notre pays, bien maîtriser les métiers modernes, faire briller le nom du peuple vietnamien, sans intelligence, on ne peut se tenir debout. » Donc tout ça, c'est très nouveau. Et dans ce poème, qui est sous forme d'un hát nói en vietnamien, c'est un poème qu'on peut chanter. Et c'est chanté, par exemple, dans les maisons des chanteuses, etc. Donc, les lettrés ont très ingénieusement utilisé cette forme pour dispenser, pour diffuser leurs idées, leurs valeurs. Donc, dans le hát nói, il y a un plan déterminé. Et dans ce plan déterminé, la place centrale est donnée à un couplet à 2 vers de sentences parallèles en sino-vietnamien. Et ce couplet doit exprimer l'idée essentielle du hát nói. Donc, l'idée essentielle, c'est ce que je vous ai mis ici. Face au miroir, tu n'auras pas honte vis-à-vis de Bismarck et de Gladstone. Embellie, je n'aurai pas honte à l'égard de Jeanne d'Arc et de Madame Roland. Tous ces noms étaient sous des formes sinisées, bien sûr. Jeanne d'Arc, par exemple, c'est Quada. Et Madame Roland, c'est La Lan Phu Nhân. Mais il n'empêche que le parallélisme entre les femmes et les hommes témoigne d'un sens de l'égalité. Et en plus, le fait d'évoquer à la fois Jeanne d'Arc, héroïne patriote du XVe siècle, et Madame Roland, saint-simonienne du XIXe, qui avait milité pour l'émancipation des femmes, exprimait bien que du côté féminin aussi, l'objectif était double. D'une part, la libération nationale, mais d'autre part, la modernisation et un affranchissement des individus. Les documents que j'ai analysés donc prouvent que le renouveau suscité par la prise de conscience de l'élite intellectuelle a su décliner également au féminin. L'aspiration classique aux valeurs confucéennes, comme par exemple « je n'ambitionne pas les grandes rizières et les larges étangs », mais la plume et l'encrier du lettré, chẳng tham ruộng cả ao liền, tham về cái bút cái nghiêng anh đồ. Donc cette ambition est devenue obsolète et s'est transformée en un nouveau culte des valeurs modernes. La littérature de Đông Kinh Nghĩa Thục donc cherche à diffuser de nouvelles valeurs et ce n'était pas du tout un hasard si elle a choisi de les exprimer par la bouche des femmes. Et en plus, de mobiliser les femmes. Le chant d'appel aux femmes, le voici. Je vous laisse le lire, l'extrait que j'ai choisi pour vous. Et c'est moi qui ai souligné les valeurs nouvelles, à mon avis, en les mettant en italique. Donc vous voyez l'égalité, la compétition, réfléchissez à plusieurs reprises. Afin d'en faire profiter les femmes que vous êtes et d'autres femmes. Donc les femmes de cette génération allaient s'investir surtout dans leur progéniture, aussi bien les filles que les garçons. Nous avons vu dans le cours précédent quelques-unes de ces femmes nouvelles, et je vous ai dit que femmes nouvelles, ça peut aussi traduire l'idée de féministe. Donc on a vu quelques femmes nouvelles comme ça dans le domaine des activités sociales et culturelles. Aujourd'hui, on va en voir dans la lutte politique anticolonialiste. Je vais commencer par vous parler des femmes dans les organisations nationalistes, lors des mobilisations populaires, comme par exemple en 1926, il y a eu 3 événements importants en 1926, le décès puis le deuil du grand patriote moderniste Phan Châu Trinh, qui est retourné de France et qui est décédé
dans le pays. Donc il y a son décès puis son deuil, il y a l'arrestation de Nguyen An Ninh par les autorités coloniales et le retour de Bùi Quang Chiêu. À ces occasions-là, il y a eu des rassemblements, dans des manifestations de rue. Et dans ces manifestations, il y avait des femmes comme les collégiennes, les sages-femmes ou les ouvrières avec des banderoles et des slogans pour chaque catégorie sociale. Si la participation collective des femmes n'a pas été tellement prise en compte par les études historiques, par contre, les destinées exemplaires comme Nguyễn Thái Học, Nguyễn An Ninh, Phan Văn Hùng ont retenu l'attention des historiens. Et c'est justement dans ces biographies qu'on trouve des traces des femmes. À la fin de l'année 1927, Nguyễn Thái Học, qui était un ex-étudiant de l'École supérieure de commerce de Hanoï, a créé le Việt Nam Quốc dân Đảng, c'est-à-dire le Parti national vietnamien. Et il y avait un autre parti politique qui a été créé avant, qui s'appelait Việt Nam Dân Quốc, République du Vietnam, par Nguyễn Khắc Nhu. Et c'est grâce à l'intermédiaire du grand patriote révolutionnaire Phan Bội Châu que ces deux organisations ont pu s'unir. Donc, c'est cette union c'était deux partis politiques qui étaient un peu différents. Le parti de Nguyễn Thái Học rassemble plus des intellectuels et s'intéresse à l'édition, la lecture, les médias. Tandis que l'autre organisation s'adresse aux masses paysannes plutôt et était plutôt penchée vers l'action violente. Mais ces deux organisations ont un point commun, c'est-à-dire qu'ils ce sont toutes les deux des organisations nationalistes et anticolonialistes, mais ils ont pour référence commune le Kuomintang chinois de Sun Yat-sen. Et ils reconnaissent comme leader spirituel le patriote Phan Bội Châu. Donc ces deux organisations furent intégrées et ce fut à l'origine de l'amour qui unit le chef du Parti national Quốc dân Đảng Nguyễn Thái Học à une jeune militante de l'autre organisation qui s'appelle Nguyễn Thị Giang. Donc les deux sœurs Nguyễn Thị Giang et Nguyễn Thị Bắc ont rejoint l'union et dans une situation désespérée où les autorités coloniales avaient découvert les préparatifs d'action armée, des traîtres et des agents de la sûreté s'étaient infiltrés au sein du parti, Nguyễn Thái Học a pris la décision de lancer l'insurrection générale avec cette phrase célèbre « Même si nous ne remportons pas le succès, nous aurons mérité d'être hommes ». Je dis d'être homme parce que je parle français, mais en vietnamien, c'était không thành công thì thành nhân. Et nhân en vietnamien, en sino-vietnamien, c'est être humain, homme et femme. Donc, le soulèvement de la garnison de Yên Bái le 10 février 1930 et ses suites ont provoqué la frayeur des autorités colonialistes, mais furent vite matés dans le sang. La commission criminelle du Tonkin a jugé 1086 accusés, dont 80 furent condamnés à mort et près de 600 à de lourdes peines de prison. Nguyễn Thị Bắc, par exemple, a été condamné à 5 ans de travaux forcés. Donc l'heure était à la violence. Học envoya de sa cellule un ordre de double stratégie. Il était en prison, mais il a lancé un ordre de double stratégie. La stratégie active, c'était celle de la propagande dans les masses, et la stratégie passive, celle de l'assassinat ciblé pour affaiblir les forces réactionnaires et les ennemis. C'est Nguyễn Thị Giang qui a transmis elle-même les ordres du chef à celui qui devait les exécuter. Et quand la sûreté française a attaqué le siège du comité d'assassinat, en vietnamien Ban Ám Sát, il y avait un comité d'assassinat justement pour appliquer cette stratégie passive. Donc, quand la sûreté française a attaqué le siège de ce comité, rue Hàng Bột, elle y a trouvé 2 jeunes combattantes.
une Kedo Titam. Je vous mets ici un peu sa biographie pour que vous voyez la suite dans les lignées familiales, la suite des générations qui ont participé à des mouvements successifs anticolonialistes. Et donc, Nguyễn Thị Tâm a été prise dans cette attaque et à 18 ans, elle s'est suicidée en prison en avalant le ruban de son cache-sein, après avoir affronté en silence des tortures violentes. L'autre, Nguyễn Thị Vân, n'avait que 16 ans. Quand la police lui a demandé « Que vient faire une enfant comme toi dans un parti de bandits ?» Elle a répondu « J'ai adhéré au parti pour le bonheur de mes compatriotes. Au début, je confectionnais des drapeaux, des vêtements militaires pour les camarades. Maintenant, obéissant à l'ordre du chef, je m'entraîne à me servir de fusil et à fabriquer des bombes pour tuer les envahisseurs. » Nguyễn Thị Bắc, la sœur de Nguyễn Thị Giang, qui était la chef de l'unité féminine, de la section féminine du parti, elle s'est écriée au tribunal de la cour criminelle, retournée en France et abattait la statue de Jeanne d'Arc, en français. Donc 13 membres du Parti national, dont Nguyễn Thái Học, furent emmenés en pleine nuit de Hanoï à Yên Bái par un train spécial. Armé d'un fusil et d'une bombe de fabrication artisanale, Nguyễn Thị Giang fomenta une attaque du lieu d'exécution pour délivrer les prisonniers. Ça aurait été suicidaire. Elle était toute seule avec une bombe de fabrication artisanale et en face d'elle, c'était 400 soldats bien armés. Donc, ça aurait été suicidaire, mais justement, la lutte du Parti national était si profondément marquée de romantisme et de révolte passionnée d'une jeunesse acculée au désespoir. Donc, elle a fomenté ça, mais elle ne l'a pas fait. Le 17 juin 1930, à l'aube, Nguyễn Thái Học monta sur l'échafaud avec 12 de ses camarades. Déguisé dans la foule en homme, vêtu d'un pardessus noir, Giang a assisté à l'exécution. Ensuite, elle est retournée non pas à son village natal, mais au village natal de son époux, de Nguyễn Thái Học. C'était justement le signe qu'elle se considérait comme l'épouse légitime de Nguyễn Thái Học, même s'il n'y avait rien d'officiel dans les deux familles, quoi. Mais elle est retournée dans le pays natal de son époux. Elle a fait remettre à la mère de Học 2 lettres, l'une adressée à ses beaux-parents et l'autre à son époux, à qui elle a dédié aussi un poème. Et cette lettre à son époux est signée solennellement Nguyễn Thái Học phu nhân, Madame Nguyễn Thái Học. Donc voici l'oraison funèbre que lui a dédiée le patriote Phan Bội Châu, silhouette de femme qui abritait une volonté d'homme. Donc pour un confucéen comme Phan, il ne peut concevoir la volonté que masculine. Il n'empêche que, et j'insiste sur le fait, qu'il s'est désigné lui, je ne vous traduis pas l'autre parce que c'est dans un style trop spécifique à l'oraison funèbre, donc ça aurait été trop compliqué pour vous, mais remarquez les mots que j'ai mis en gras. Donc, em, vous savez qu'en vietnamien, quand on s'adresse aux personnes, ce n'est pas un je et un vous ou un tu neutre, mais c'est en fonction de la position respective des deux interlocuteurs. Donc, le fait que Phan, qui se désigne comme em, petit frère, et qui désigne Giang comme grande sœur, Chị, donc j'ai mis ça en gras, c'est tout à fait particulier, c'est extraordinaire, je n'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Et dans tous les poèmes qu'il dédie à Giang, Phan se désigne toujours comme cela. Et pourtant, il y avait un décalage d'âge d'abord, il avait à peu près le triple de son âge, il était un lettré reconnu, un patriote respecté et adoré dans tout le pays. Le père de la nation, à ce moment-là, c'était lui. Tandis que Giang, c'était une militante, une jeune militante. En plus, il y avait l'irrégularité de sa situation conjugale avec son époux.
les Français ont fait exprès, les colonialistes ont fait exprès de divulguer la nouvelle qu'elle était enceinte quand ils ont découvert son cadavre, justement pour l'humilier. Et c'est peut-être justement pour cela que Fan a voulu, en partie, que Fan a voulu exprimer tout son respect à son héroïne. Et il a été fidèle dans cette position. Je n'ai pas le temps de vous parler des hommes féministes vietnamiens, ils le mériteraient, mais je n'ai pas le temps. Donc disons en un mot que les intellectuels de l'époque, les intellectuels connus, toutes tendances politiques confondues, de Pham Nguyen Nguyễn Văn Vĩnh, qui était réputé francophile, jusqu'aux pires ennemis des colonialistes comme Nguyen Thu Kháng, Phan Bội Châu ou Nguyễn An Ninh, ils se sont tous prononcés en faveur de l'égalité des genres, chacun à sa manière, sans compter un instituteur de collège, Đặng Văn Bảy, donc, qui est l'auteur d'un ouvrage intitulé Nam Nữ Bình Quyền, égalité de droits entre les hommes et les femmes. Cet ouvrage a été rédigé en 25-27, publié en 1927, interdit l'année suivante, ce qui fait que c'est seulement, je l'avais cherché mais je n'ai pas pu trouver, c'est seulement bien après ma soutenante de thèse que j'ai pu mettre la main sur le manuscrit grâce au fils de l'auteur, qui me l'a donné. Donc, le livre a été réédité en 2014, donc près d'un siècle après la première édition, et il a été encore une fois réédité depuis. Voici la couverture. Et voici M. Phan Bội Châu. Je voudrais néanmoins souligner que Phan Bội Châu fut un féministe déterminé et très conséquent dans son point de vue et dans son activité militante. Je vous cite seulement quelques témoignages. Le 17 mars 1926, dans une conférence au collège Dong Khan, qui était l'unique collège de jeunes filles dans le centre, il a dit ceci. Non seulement on ne vous consulte pas pour les affaires d'État, on ne se préoccupe pas de vous dans les affaires sociales, mais dans l'intimité de la vie privée, familiale et individuelle, on ne tient même pas compte de votre contribution. Donc, 3 semaines après ce discours, a eu lieu l'inauguration d'une Nữ Công Học Hội de Đạm Phương, dont on a parlé la dernière fois, l'association des femmes, qui est considérée comme David Marr comme la première organisation féministe vietnamienne. C'est 3 semaines après ce discours au collège Dong Khan de Phan Bội Châu. Et dans l'inauguration, je vous avais montré la photo la dernière fois, je vous la remontre aujourd'hui. C'est encore une citation, l'inauguration, la voici. Vous voyez qu'il y avait les autorités françaises, les autorités colonialistes. Đạm Phương était de famille impériale, c'était la petite fille de l'empereur Minh Mạng, etc. Et c'était une association tout à fait légale et publique. Donc l'inauguration, vous voyez que des Français au premier rang, et Phan Bội Châu n'était pas là, mais le lendemain, il vient à l'association et il fait encore un discours avec des exhortations passionnées aux femmes pour la lutte féministe. Donc je reviens un peu sur ce discours qu'il a fait après l'inauguration officielle. Le ciel est notre père, la terre est notre mère. Entre ciel et terre, nous sommes tous compatriotes. À plus forte raison, nous sommes nés de l'utérus de la mère pays vietnamienne. Rappelez-vous, le père dragon et la mère immortelle. Donc, chacun et chacune est son précieux enfant qui mérite d'être appelé grande sœur et petite sœur. En français, il n'y a que tante. En vietnamienne, il y a la mère, la sœur de l'oncle paternel, la sœur de l'oncle maternel, l'épouse de l'oncle paternel, l'épouse de l'oncle maternel, et toutes ces dames-là sont nos tantes. Donc, il rappelle que sans ces personnages-là, nous n'aurions pas été nos 25 millions de compatriotes. Et parmi nos 25 millions de compatriotes, sans vous les femmes, nous aurions tous péri immanquablement. Le message est fort. Et il reste, je pense, il reste actuel
au Vietnam comme ailleurs. Dans la lutte féministe, voici les recommandations de Phan Bội Châu. Cette citation, la suivante, c'est ce qu'il a répondu à la Gazette des femmes à Saigon, quand ce périodique l'a interviewé sur son point de vue sur la question des femmes. Il a dit, premièrement, sachez que vous êtes des êtres humains. Deuxièmement, sachez que vous êtes citoyennes du pays. Troisièmement, sachez que vous avez les mêmes devoirs que les garçons. Et quatrièmement, vous devriez avoir les mêmes droits et intérêts que les hommes. Et voici l'appel final, toujours pathétique, bien dans le style de Phan Bội Châu. Redoublez d'efforts et mettez-y tout votre cœur, je vous prie. Regardez là-haut le sommet de la tour des droits de l'être humain. Encore une fois, je dois faire le détour parce que Nhân Quyền en vietnamien, c'est droit de l'homme, mais Nhân, c'est masculin et féminin. Donc, la tour des droits de l'être humain, étage par étage, escaladez-la, afin que sous la terre, l'âme de Madame Roland en France clique de la langue pour s'exclamer « Au ciel, ô Dieu », elle s'exclame aussi en bilingue. Au ciel, ô Dieu, voilà où elles en sont les Vietnamiennes. C'est notre grand patriote Phan Bội Châu qui était aussi un féministe pionnier. Chez les communistes maintenant, les femmes étaient peu nombreuses dans la première génération des communistes. Mais le peu de choses qu'on connaît d'elles suffit à dévoiler leur grande diversité. Dans ma thèse, j'ai sommairement distingué celles qui étaient plus ou moins préparées par leur famille pour l'activité militante et celles qui prirent l'initiative de s'émanciper du foyer. Mais j'aurais aussi pu distinguer celles qui étaient originaires du Nord, du Centre ou du Sud, ou celles qui étaient d'une génération ou une autre génération. Enfin, elles étaient très diverses. Ce n'est que faute de temps que je dois choisir de vous parler seulement de l'une d'entre elles. Mais si on doit en choisir une, c'est forcément Nguyễn Thị Minh Khai. Parce que Minh Khai est de loin celle qui a témoigné le plus vigoureusement de sa conscience de genre et son aspiration à améliorer le sort des femmes, aussi bien dans l'immédiat que dans une perspective lointaine de révolution sociale, au-delà de la victoire politique du prolétariat et de la libération nationale. Et cette idée, elle l'a exprimée maintes fois. Vraiment, elle l'a dit et redit. En même temps que sa fidélité à la cause patriote sous l'égide du Parti communiste indo-chinois, l'historiographie officielle vietnamienne, dont ne se démarque pas vraiment ni la biographie de Nguyen Thu, ni celle de Lê Minh. Il y a deux biographies par deux biographes vietnamiennes de Minh Khai. Nguyen Thu, c'est l'épouse de Lê Quang Đạo. On l'a vu la dernière fois comme lycéenne, comme écolière puis lycéenne. Donc sa position, et Lê Quang Đạo, c'était un officier de haut rang de l'armée révolutionnaire. Donc sa position en tant qu'épouse de Lê Quang Đạo et aussi sa propre position dans l'Union des femmes vietnamiennes lui ont facilité l'accès à la documentation. Et elle y a consacré 7 ans de sa vie pour rédiger cette biographie, dit-elle. Donc, même si c'est une forme littéraire, les deux biographies étaient des œuvres où leurs autrices ont investi beaucoup de temps et d'efforts. Nguyen Thu a repéré dans sa bibliothèque clandestine du temps où Minh Khai était encore au collège des numéros du périodique Thanh Niên. Je vous montre quand même son portrait. C'est un portrait qu'on peut trouver partout, mais je regrette de ne pas avoir pu mettre la main sur un autre portrait qui existe, mais je n'ai pas pu mettre la main dessus. On en a parlé seulement, il y a une seule qui en a parlé, c'est la fille du professeur Đặng Thái Mai, qui s'appelle Đặng Thị Hạnh, qui a écrit un livre qui s'appelle Cô gái nhìn mưa, la jeune fille qui regarde la pluie tomber. C'est très romantique. Et c'est son autobiographie à elle, à Đặng Thị Hạnh. Mais elle a raconté qu'elle était au collège en même temps que Minh Khai
et elle a pu mettre la main sur le journal de Minh Khai, mais qu'elle n'a pas publié. Elle en a évoqué seulement quelques tout petits extraits. Et elle a parlé d'une photo de Minh Khai de profil qui devait être beaucoup plus romantique que la photo de la militante qu'on a vue ici. Parce que dans son journal, dans les extraits de Dantian, on voyait Minh Khai aller au cinéma et faire des commentaires sur les actrices, etc. Et elle faisait des commentaires aussi sur ses camarades de classe. Voilà. Donc, il y a un autre profil de Minh Khai, écolière, collégienne, qu'on n'a pas pu mettre la main dessus. Voici le seul passage souligné dans la lecture de Minh Khai que Nguyệt Tú nous a partagé dans son livre. Et j'attire votre attention sur les dernières phrases de cet extrait. Pour disposer de pensée, d'instruction et de liberté, il faut commencer par faire sa propre révolution, c'est-à-dire éliminer ce qui est mauvais en nous et apprendre des comportements positifs. Faire sa propre révolution, c'est aussi quelque chose sur lequel Nguyễn Trung Nguyệt, une autre communiste de la première génération, une communiste originaire du Sud, insistait beaucoup aussi dans tous les témoignages qu'elle nous a laissés, faire sa propre révolution individuelle. Minh Khai, c'est quelqu'un qui a quitté le pays à 20 ans, qui a milité longtemps à l'étranger, à Canton, à Hong Kong, en Union soviétique. Elle a connu Krupskaya et d'autres femmes révolutionnaires internationales. Elle a vécu une destinée des plus mouvementées en des lieux très éloignés et très différents les uns des autres, sous des déguisements les plus divers. Par exemple, au retour du 7e congrès de l'Internationale, avec Hoàng Văn Non, qui était un militant d'origine Thaï, les Thaïs, c'est une ethnie dans le nord Vietnam. Donc, avec Hoàng Văn Non, sous l'apparence d'un jeune couple d'hommes d'affaires chinois en voyage d'agrément, ils sont passés par l'Allemagne sous le régime hitlérien, par la France, l'Italie, Singapour et Hong Kong, avant de se retrouver à Saigon. Les camarades, pour une femme de sa génération, c'était une destinée extraordinaire. Donc, les camarades au Sud-Vietnam se souviennent de 5e la Tonkinoise, qui Nam Bắc Kỳ, c'était son pseudonyme. 5e la Tonkinoise ne sortait que déguisée, souvent en chinoise ou en paysanne cochin chinoise, avec la veste baba typique. Donc cette riche expérience a sans doute contribué à forger chez elle ce que Lê Duẩn a identifié comme il dit, cette détermination à assumer le rôle de leader de la révolution. Mais j'ai vu aussi en elle une conscience de genre qui semblait aiguisée et non pas estompée par l'idéologie communiste, comme dans d'autres cas. Le dépouillement des articles que Minh Khai a écrits dans la presse militante des années 36-39 m'a dévoilé plus clairement ses opinions féministes radicales envers l'autre sexe et les traditions. Il y a une question que je posais souvent et que je continuerai à poser à mes auditoires au Vietnam, c'est que est-ce que vous avez jamais réfléchi, est-ce que vous vous êtes jamais demandé pourquoi cette leader communiste qui a son nom partout, les noms de rues au Vietnam, les noms de collèges, de lycées, de jeunes filles, etc., elle a son nom partout, elle n'a jamais été éditée au Vietnam après 45 ou 75. Jamais, rien de rien. A-t-on jamais pensé pourquoi? Et je continuerai à poser cette question. Moi, mon élément de réponse, c'est que ces idées dérangent trop. Et voici quelques-unes de ces idées. Et pourtant, c'était une journaliste, c'était la première déléguée indo-chinoise à l'internationale communiste, etc. etc. Elle a écrit en français, en vietnamien, partout, beaucoup. On ne l'a jamais édité. Donc, Minh Khai est restée à la fois une théoricienne et une praticienne qui a imposé sa marque dans l'esprit et dans le cœur des militants et des militantes qui l'ont connue. L'originalité de cette intellectuelle communiste est qu'elle était convaincue de la force de l'instruction
pour rendre les hommes et les femmes conscients de la nécessité de la lutte émancipatrice. Elle a essayé à maintes reprises de mobiliser le genre féminin dans son ensemble. Elle s'est souciée constamment de former des militantes et des 4 femmes et les encourageait à se servir de leurs plumes pour s'exprimer et défendre la cause des femmes. Sous le nom de plume Nguyễn Thị Kim Anh, il n'a jamais été officiellement reconnu au Vietnam que c'est un nom de plume de Minh Khai. Encore un détail surprenant pour une dirigeante de son calibre. Mais il y a 2 personnes au moins au Vietnam, c'est sa biographe Nguyệt Tú et moi-même, qui sommes convaincus qu'il s'agit de son pseudonyme, de son nom de plume. Pourquoi? Parce que nous avons toutes les deux dépouillé toute la collection du Dân Chúng, c'est-à-dire Le Peuple, c'est le périodique du Parti communiste vietnamien Cochin-chinois, du Parti communiste Cochin-chinois en Cochinchine à l'époque. Et quand on dépouille cette collection, on voit qu'une polémiste, une théoricienne de ce calibre n'aurait pas pu exister autre que Minh Khai. Il y a d'autres signes aussi. Nguyệt Tú a repéré par exemple des façons de s'exprimer particulières au Nghệ Tĩnh, parce qu'elle est de la même province, de Hà Tĩnh, que Minh Khai. Et moi j'ai remarqué que la manière d'écrire en abréviation le nom de famille, comme je vous le montre là, et d'écrire en plein seulement tout son nom individuel, c'est la manière aussi dont Minh Khai a écrit son nom quand elle a laissé son dernier poème sur les murs de la geôle avant son exécution. Donc nous sommes convaincus que c'est son nom de plume. Et donc elle a engagé une polémique contre une journaliste d'un périodique qui s'appelle Đọc, c'est-à-dire lire à Hanoï, dont l'article est intitulé « Discuter avec l'écrivaine Thuy Dung de la question des femmes ». Et cet article a paru dans 3 numéros successifs du Peuple, l'organe du Parti communiste vietnamien en Cochinchine. Kim Anh y a critiqué la théorie hitlérienne des 3 K. Les 3 K, c'est les 3 noms en allemand qui commencent par la lettre K et qui veut dire cuisine, enfant, église. Et cette théorie des 3 K est exprimée en vietnamien par Phụ nữ hồi gia, c'est-à-dire retour des femmes au foyer. Donc Minh Khai a dénoncé la thèse de cette journaliste, et ce qu'elle exprime ici, c'est aussi la thèse du Parti communiste vietnamien à l'époque, mais je vous fais remarquer ses arguments et surtout remarquez les dernières phrases. C'est pour cela que nous, les Saigonaises et moi-même, devons déclarer la guerre à l'écrivaine Thuy Dung, ce qui revient à déclarer la guerre à la théorie réactionnaire de la féodalité, du capitalisme et du fascisme. C'était en 1936. Le journal Dân Chúng, c'était un journal public, légal, qui circulait en Cochinchine à l'époque. Et elle a continué sa lutte jusqu'à apporter elle-même au siège du périodique Le Peuple un autre article intitulé « Le problème de l'émancipation des femmes ». C'est, à ma connaissance, le document le plus complet accessible sur la question de l'émancipation des femmes du point de vue du Parti communiste vietnamien. Je rappelle qu'entre 1936 et 1939, Minh Khai était la secrétaire du parti à Saigon Yaden. C'était le plus haut, le plus élevé poste jamais occupé par une femme dans toute l'histoire du Parti communiste vietnamien jusqu'à nos jours. Et donc, justement, si on arrive à démontrer
que Nguyễn Thị Kim Anh était bien, Minh Khai, c'était vraiment la voix du parti. Quand elle s'est exprimée ainsi. Par contre, je sais aussi, dans les anecdotes racontées par des personnes autorisées, que Minh Khai a dû faire officiellement son autocritique après cette démarche. Le prétexte, c'était qu'elle a pris trop de risques en allant porter elle-même l'article au siège du journal. Donc elle a fait son autocritique, mais elle a insisté pour dire que c'était quand même nécessaire. Voilà. Elle continue de... ce qui me paraît original avec Minh Khai, c'est qu'elle a toujours exprimé une solidarité de genre et une compassion profonde pour celles qui, même munies de compétences professionnelles, étaient rejetées à la fois par le régime politique interdisant le service des femmes. Les femmes ne pouvaient exercer que deux professions, sage-femme et institutrice. Donc, la porte de service public leur a été fermée. Et aussi, dit Minh Khai, par une famille, je la cite, trop imprégnée de morale bourgeoise, féodale, cruelle, hypocrite et de plus trop sévère, trop obsolète. Ces femmes, déplora Minh Khai, étaient acculées à la dépravation, voire au suicide. Elle appela toutes les femmes à rejoindre la lutte générale afin de réformer le régime social, abolir les classes, supprimer les contradictions et l'oppression pour bâtir un monde complètement égal, libre et heureux, tout en répétant que les femmes ne pouvaient pas être totalement libérées tant que perdurait le capitalisme et la lutte des classes, mais elle a toujours confirmé son adhésion au mouvement pour promouvoir, dit-elle, l'égalité des sexes, pour se libérer du despotisme familial oppressif. Donc il y a une différence significative par rapport, par exemple, à l'attitude d'un contemporain, qui est un homme évidemment, membre du Parti communiste français, mais qui militait à Saigon, qui s'appelait Nguyễn Văn Nguyễn, et qui, par exemple, a condamné à la fois le roman Đoạn Tuyệt, Rupture de Nhất Linh, et le roman que Nguyễn Công Hoan a écrit pour répondre à Nhất Linh, qui était Cô giáo Minh, l'institutrice Minh. Donc Nguyễn Văn Nguyễn a condamné tous ces deux romans parce que, dit-il, la libération individuelle n'avait aucun sens et devait s'effacer au profit de la libération au niveau social, c'est-à-dire la lutte des classes. Donc Minh Khai s'est souciée, on a dit beaucoup, de mobiliser les femmes. À partir de 1936, elle suivit la directive du Parti communiste de s'allier les masses, toutes sociales confondues, dans un front commun. Une autre militante communiste, Nguyễn Thị Bảy, a réussi à former une association de femmes démocrates avec 5 femmes dans le comité exécutif, dont 3 communistes. Cette association a édité un journal intitulé Tia Sáng, l'étincelle. Elle n'avait aucune connaissance de l'Iskra en Union soviétique. C'était parce qu'elle avait pensé que la révolution était une étincelle dans la vie des femmes. En dépit de sa situation de tonkinoise sans aucun lien de parenté en Cochinchine, Minh Khai a réussi quand même à y organiser une association regroupant une 60aine de sages-femmes, d'institutrices, d'épouses, des fonctionnaires ou des militants appartenant aux classes moyennes et supérieures. Et cette association, elle a voulu l'appeler Association des fonctionnaires et des employés de sociétés privées. Hội phụ nữ công tư chức. Donc association des fonctionnaires et des employés de sociétés privées. Mais elle a dû se résigner à suivre l'avis d'un camarade, un prestigieux intellectuel, Trần Hữu Độ, pour baptiser cette association de femmes modernes, Hội phụ nữ tân tiến. Encore une fois, phụ nữ tân tiến peut se traduire par féministe. Et les femmes communistes, comme Minh Khai et une autre femme qui a témoigné ensuite, elle a témoigné que Minh Khai et elle n'aimaient pas cette formulation de féministe parce que ça avait une connotation bourgeoise, petite bourgeoise, ou parce que c'était censé trop modéré. Parce qu'elles voulaient l'appeler leur association, l'association des femmes radicales.
mais elle a compris que le parti radical en France n'était pas un parti progressiste, donc elles ont dû renoncer et l'appeler Hội Phụ Nữ Tân Tín, donc Association des femmes modernes ou féministes. Donc cette association a vu le jour, mais comme c'est une compagne de route du Parti communiste vietnamien, son souvenir a été gommé de l'historiographie officielle. C'est seulement la biographe de Minh Khai, Lê Minh, qui a pu le révéler dans son effort de retrouver toutes les traces possibles et imaginables de Minh Khai, parce que Lê Minh m'a expliqué quand j'ai eu un entretien avec elle chez elle, elle m'a expliqué qu'elle a fait tous ces efforts, non pas parce que c'était une dirigeante du parti, mais parce que c'est une femme que j'admire et que j'affectionne profondément. Donc elle a profité de chaque occasion d'être avec les camarades femmes pour élargir leurs connaissances au-delà de la révolution prolétarienne. Et Minh Khai a expliqué par exemple à une paysanne ceci, que je vous donne l'extrait, c'est ce que Minh Khai a expliqué à une paysanne du Sud et que la paysanne a raconté à sa biographe Lê Minh. Seule une femme, dit-elle, est capable de sensibiliser les femmes à la cause révolutionnaire et de les mobiliser avec profondeur, acuité et persévérance. La libération féminine n'est accomplie qu'avec la prise de conscience d'un grand nombre de femmes. Même quand la révolution aura réussi, l'œuvre d'émancipation des femmes devra être poursuivie. Et en fait, pour moi, c'est l'une des raisons pour laquelle on ne l'a jamais édité au Vietnam. Donc, elle a aussi organisé des cours de formation de cadres, parce qu'en sa qualité de secrétaire du parti, c'était elle qui organisait des cours pour la formation des cadres communistes. Mais elle en a profité pour parler de la lutte émancipatrice du genre féminin. Ceci étant une formation de cadres qui a réuni 18 militantes pendant 10 jours. Donc c'était long. 15 jours, pendant 15 jours, en octobre 1936. Donc, vous voyez que j'ai cité les années où ces extraits, où ces citations ont été extraites, et vous pouvez voir qu'elle a répété sans arrêt son idée que la solidarité entre femmes doit être soutenue de manière durable. Donc, une particularité de Minh Khai aussi, c'est que, elle ne le fait pas, elle n'explique pas seulement ses idées dans les cours de formation, etc., mais à chaque occasion qu'elle pouvait en parler. Un autre exemple, il y a une militante Nam Nuoi originaire de Hoc Mon dans la banlieue de Saigon qui était enceinte quand elle accompagnait Minh Khai dans ses déplacements et dont Minh Khai a pris le temps de lui glisser à l'oreille « Ne te prive pas de manger pendant ta grossesse ». Ne te prive pas de manger, en vietnamien c'est đừng có kiêng khem. Et kiêng khem c'est une coutume qui impose aux Vietnamiennes de ne pas manger certaines choses pendant les règles, avant la grossesse, pendant la grossesse, après la grossesse, etc. Donc, Minh Khai lui a dit « Ne te prive pas de manger pendant ta grossesse, ce ne sera pas bon pour la santé. Nous sommes des révolutionnaires, nous devons changer les coutumes. » Donc, le féminisme pour elle, c'était quelque chose vraiment de très, très concret. Et ça doit aller ça doit s'imprégner dans chaque femme, jusqu'à ce que ça gagne un grand nombre de femmes, dit-elle. Donc, ces anecdotes montrent comment, dans la vie quotidienne qu'elle partageait avec ses camarades issus de milieux très différents de sa propre origine sociale et des expériences internationales qui avaient été les siennes, cette militante ne se lassait pas de leur inculquer et de leur faire partager ses convictions, non seulement communistes, mais aussi féministes. Donc, pendant ces 2 derniers cours sur l'histoire des femmes vietnamiennes
pendant la première moitié du XXe siècle, nous avons vu combien la première vague féministe vietnamienne fut une flambée chatoyante. Nous avons vu combien, malgré les différences de nuances, l'objectif de lutte pour l'égalité homme-femme, dont les modernistes du renouveau avaient semé les germes, entre 1918 et 1945, a été le terrain commun sur lequel se sont retrouvés les patriotes et modernistes vietnamiens, hommes et femmes, nationalistes et communistes, intellectuels dans l'activité socio-culturelle et révolutionnaire anticolonialiste, où les intellectuels comme Nguyễn Thị Giang ou Nguyễn Thị Minh Khai, ainsi que leurs camarades de lutte, côtoyaient les paysannes et les mobilisaient pour la double émancipation. Toutes ces femmes et ces hommes ont investi leurs efforts, ont partagé leurs valeurs et leurs idéaux dans la vision d'un Vietnam libéré à la fois du colonialisme et des coutumes patriarcales oppressives. La question qui se pose, pourquoi cette flambée fut-elle si éphémère? Et surtout, pourquoi apparaît-elle, même aux yeux des Vietnamiens et des Vietnamiennes d'aujourd'hui, pourquoi apparaît-elle si exceptionnelle? Maintenant, j'ai vraiment envie d'imiter les lettrés modernistes du début du XXe siècle pour vous appeler à y réfléchir. Réfléchissez bien, réfléchissez à plusieurs reprises, frères et sœurs, ou comme on dit en bon vietnamien, grand frère et petit frère, grande sœur et petite sœur, réfléchissez-y. Pourquoi? Nous allons essayer, à la fin de cette série de cours, d'apporter quelques éléments de réponse, de réflexion, bien plus qu'une réponse définitive, parce que c'est vraiment une question difficile, mais qui mérite qu'on y réfléchisse. Je me contente aujourd'hui de m'expliquer sur un point qui peut étonner, pourquoi l'année 1945 fut-elle le creux de la vague? C'est une idée que j'ai avancée, qu'il y a une première vague du féminisme vietnamien de 1918 à 1945. Et pourquoi 1945 fut-elle le creux de la vague, le signe d'une récession? La Révolution d'août porta les communistes à la direction du mouvement qui mit fin à un siècle de colonisation française. Fin décembre 1946, le président Ho Chi Minh lança l'appel à la lutte armée. Ce fut le début de la guerre dite guerre de résistance contre les Français. Les Vietnamiennes, aussi bien les collégiennes, les lycéennes que leurs enseignantes, que leurs professeurs, que les paysannes, ont rejoint nombreuses la résistance. Le proverbe « Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh », quand l'envahisseur est à la porte, même les femmes combattent, est pluricentenaire, sinon millénaire. Il faisait partie de la tradition, une tradition bien ancrée, bien apprise, toujours efficace. Mais l'année 1945 fut aussi la fin d'une courte période de l'histoire partagée entre la France et le Vietnam, une période où le modernisme a pris le dessus sur le conflit armé. Au XIXe siècle, seuls quelques précurseurs, dont le plus éminent fut Nguyễn Trường Tộ, ont préconisé la paix pour permettre des échanges et une transformation en profondeur de la société vietnamienne. Au début du XXe, ce fut l'éveil de toute une catégorie de lettrés patriotes auxquels se joignirent les intellectuels formés à l'école franco-indigène ou des gens qui s'étaient initiés aux connaissances modernes. Le féminisme vietnamien fut une partie active de ce courant moderniste. Les générations de femmes modernes ou féministes correspondent en fait aux générations modernistes actives sur la scène sociopolitique en ce début du XXe siècle, dans la première moitié. Quant à la lutte anticolonialiste, ce fut aussi le moment où cette lutte se manifesta de manière multiforme, à la fois pacifique et par la voie réformiste et violente par l'action insurrectionnelle ou subversive.
On a vu Minh Khai comme secrétaire du parti, donc c'est la partie clandestine et illégale de son activisme, mais on l'a vu aussi écrire dans les journaux, publier ses idées, diffuser ses idées, etc. On a vu aussi une journaliste poétesse comme Nguyễn Thị Man Man que nous avons vu la dernière fois diffuser des tracts dans une manifestation. Donc, c'était vraiment le moment où la lutte anticolonialiste était multiforme. L'une n'exclusait pas l'autre, ni ne s'y opposait. Cela ne s'est jamais répété par la suite. La recherche sur la première vague du féminisme vietnamien m'a ainsi amené à remettre en cause non seulement la ligne de partage masculin-féminin, mais aussi certaines autres parmi les plus fondamentales de l'histoire moderne et contemporaine du Vietnam. Sans surprise, toutes ces lignes se sont durcies avec la guerre, avec les guerres. Donc, ce sera le thème du cours suivant. Je vous remercie beaucoup.